Bonjour et bienvenue à ce webinaire ArcServe UDP. Mon nom est Sylvain Beauchemin, je fais partie de l'équipe de consultants avant-vente d'ArcServe pour le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Luxembourg et maintenant le nord de l'Afrique. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter la dernière version d'ArcServe UDP, donc pendant la première moitié de ce webinaire. Puis ensuite, nous allons continuer avec une démo live où vous pourrez voir les plus importantes fonctionnalités du produit. Sur ce, attendons-nous dès maintenant sans plus tarder, car le temps est précieux, nous avons beaucoup de matériel à couvrir pendant ce webinaire. Donc, la première question, êtes-vous au contrôle? Donc, le message clé à comprendre sur cette page est que, de manière traditionnelle, la plupart des entreprises aujourd'hui sauvegardent leurs données une fois par jour, donc une fois par 24 heures. Mais en réalité, aujourd'hui, les TI sont devenues tellement importantes et critiques pour supporter l'entreprise qu'il devient désormais impensable de perdre potentiellement 24 heures de données en situation de sinistre, en situation critique. Or, le RPO, soit le Recovery Point Objective en anglais, est tout simplement une unité de mesure pour savoir la fréquence à laquelle nous devons protéger les données. Ceci dit, si nous ne sauvegardons les données qu'une fois par jour, une fois par 24 heures, cela peut être adéquat pour des systèmes moins sensibles pour le business. Par exemple, si je perds un serveur d'imprimante maintenant, en matinée ou en milieu de journée, et si je le récupère avec les données, avec les sauvegardes faites hier soir, eh bien, l'entreprise sera OK avec ce résultat puisque la perte de données ne sera pas significative. Par contre, avec une situation impliquant une base de données critique ou une importante application ou la messagerie et que nous perdions potentiellement 18 heures de données depuis la dernière sauvegarde, cela pourrait être catastrophique pour l'entreprise. Donc, de nouveau, le RPO est tout simplement à quelle fréquence devons-nous protéger les données? Et une autre façon de poser cette question est combien de données puis-je me permettre de perdre? Donc, en multipliant les sauvegardes, donc tout au long de la journée pour le système critique, nous minimisons la quantité de données perdues pour ce système. Ensuite, donc le RTO, soit le Recovery Time Objective en anglais, est tout simplement le temps nécessaire pour remettre un système en marche après un sinistre. Eh bien, cette étape est habituellement très longue et réactive aussi. Par exemple, si un système cessait de fonctionner, eh bien, le département IT recevrait probablement une alerte SNMP du monitoring ou quelqu'un pourrait créer un incident sur un service desk. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que le département informatique pourrait commencer à investiguer sur l'anomalie ou le problème, pardon. Et le problème est que ça peut prendre plusieurs heures avant d'arriver au point où que la décision soit prise pour que le système soit récupéré depuis une sauvegarde ou non. Et donc, pendant ce temps, l'arrêt de service peut facilement atteindre 4, 5, 6 heures et même peut-être même plus. Donc, le RTO, historiquement, a toujours été un laborieux et long processus. Le problème est tout simplement que la plupart des entreprises d'aujourd'hui disposent d'un mix de différents types d'infrastructures. Ils peuvent aussi bien maintenir d'anciens systèmes legacy et disposer aussi de plus récents environnements virtualisés. Et donc, ce que la plupart des entreprises font, c'est de continuer à utiliser les outils de sauvegarde traditionnels pour protéger les anciens serveurs physiques, donc à l'ancienne, donc les vieux serveurs legacy. Puis ils vont aussi acquérir une nouvelle solution de sauvegarde spécifique et plus moderne pour protéger les environnements virtualisés. Maintenant, la conséquence avec ceci est que l'entreprise doit donc gérer au moins deux différentes solutions d'éditeurs distincts, de fournisseurs distincts. Cela se répercute bien sûr directement sur les coûts et implique aussi l'impossibilité de déployer une politique de sauvegarde unique pour les différents types d'environnements, qu'ils soient physiques ou virtuels. Simplement parce qu'une solution peut faire des sauvegardes sur disque, alors que l'autre solution peut faire des sauvegardes sur bande, par exemple. Il est aussi plus ardu et coûteux de former les équipes techniques et bien sûr de maintenir leurs connaissances à jour sur les anciennes solutions ainsi que sur les nouvelles technologies. Et de toute façon, ce que nous entendons sans cesse de nos clients est qu'ils passent beaucoup trop de temps à gérer leurs anciennes solutions de sauvegarde quand ils devraient plutôt investir du temps pour travailler sur des projets stratégiques d'entreprise. Donc, c'est un certain sens. Et l'autre défi, bien sûr, est la croissance des données. Donc, avec la croissance des données, le défi pour la plupart des entreprises aujourd'hui, comme vous le savez, est que la fenêtre de sauvegarde, donc le vendredi, samedi, dimanche, devient tout simplement le problème.
Dans mon cas, j'étais il y a encore pas si longtemps en charge d'un immense environnement, donc dans le domaine bancaire, un environnement de plusieurs pétabytes de données. Et trop souvent, j'avais affaire avec la situation suivante. Donc, les sauvegardes complètes, les sauvegardes full, en d'autres mots, qui démarraient le vendredi soir, mettaient trop de temps à se faire et donc trop souvent, elles étaient toujours en train de tourner quand nous revenions de week-end le lundi matin. Et malheureusement, cela arrivait très souvent sur des serveurs critiques. Donc ça, c'est catastrophique car l'entreprise risque de ne pas pouvoir récupérer ces données convenablement en situation critique. Et je ne serais pas du tout surpris d'apprendre que ça vous est déjà arrivé, vous aussi, donc de faire une situation, le même genre de situation dans vos propres environnements. Et la raison est que la plupart, que trop de sauvegardes mettent trop de temps pour se faire à cause de l'immense quantité de données à sauvegarder, donc l'explosion des données. Ceci dit, énormément d'entreprises observent une croissance exponentielle de leurs données aujourd'hui. Donc, il n'est pas rare de nos jours de voir une croissance de données de l'ordre de 30 par an chez certains clients. Donc, en d'autres mots, certains clients doublent leur volume de données en moins de 4 ans maintenant. Donc, à ce rythme-là, si votre infra de sauvegarde tirait déjà la langue il y a 2 ou 3 ans, ou si elle présente actuellement des signes de faiblesse, donc en atteignant à peine les objectifs de sauvegarde, eh bien, elle ne pourra bientôt plus tenir le rythme du tout à ce rythme-là. D'accord? Donc, une solution adéquate doit être mise en place. Eh bien, ArcServe existe depuis plus de 25 ans déjà. ArcServe a acquis une excellente réputation au niveau de la protection des données, que ce soit sur disque ou sur bande. Et donc, chez ArcServe, nous nous sommes rendus compte il y a déjà 4 ou 5 ans que le monde de la sauvegarde était en pleine évolution et transformation et que la virtualisation était en train de changer toutes les règles du jeu. Ceci dit, l'époque des sauvegardes full ou complètes hebdomadaires, comme on vient de le mentionner dans la slide antérieure, de vos données à la manière traditionnelle est terminée parce que ça prend tout simplement trop de temps à compléter, parce qu'il y a tout simplement trop de données à sauvegarder, comme on vient juste de le mentionner. Donc, fini l'époque aussi où vous aviez à déployer des agents de sauvegarde dans chacune des machines que vous vouliez protéger, car, par exemple, en utilisant les API d'hyperviseurs comme Hyper-V ou VMware, il est maintenant possible de faire des sauvegardes sans agent, des environnements virtuels en ne sauvegardant que l'enveloppe de la VM plutôt que depuis l'intérieur de la VM avec un agent, ce qui est une façon beaucoup plus simple, facile, rapide, efficace de sauvegarder les données dans des environnements virtuels. Donc, nous avons développé une nouvelle technologie ces dernières années, une solution totalement innovante et différente, et en 2014, nous avons lancé UDP, soit Unified Data Protection. Donc, UDP a été conçu pour aider les entreprises, premièrement en réduisant les risques, en reposant sur des politiques de sauvegarde beaucoup plus flexibles au niveau RPO et RDO pour les différents types d'environnements, donc physique et virtuel, en termes de niveau de service ou SLA si vous préférez. Deuxièmement, en réduisant la complexité, parce que nous avons maintenant une solution simple et unique pour gérer les environnements physiques et virtuels. Et troisièmement, en augmentant aussi les possibilités en cas de sinistre, car nous pouvons répliquer, par exemple, des sauvegardes vers un site distant, puis démarrer le clone d'un serveur critique depuis les sauvegardes, advenant le cas d'un sinistre sur le site primaire. Donc ça, on pourra regarder les différents cas de figure pendant la démo après cette présentation. Donc, notre solution, faisant référence au slide où nous parlions des différentes difficultés générées par l'accumulation des différentes solutions en termes de coûts, de formation des équipes d'admin pour les différents produits ou tout simplement au niveau de la gestion générale, eh bien, nous avons une solution maintenant capable d'offrir le contrôle des différents environnements, donc physiques et ou virtuels, sur un ou plusieurs sites, avec tout simplement un seul éditeur avec qui faire affaire. Donc, une solution 100% orientée SLA, donc en termes de RPO et RTO. Une solution simple, intuitive, facile à déployer, laquelle fournit de hauts niveaux de protection depuis une simple et unique console web. OK, donc maintenant, tout comme un sélecteur de SLA, ArcServe UDP a la possibilité d'adapter des politiques de sauvegarde sur mesure selon les types de criticité, donc selon le type de criticité des différents serveurs de votre entreprise. Donc, comme mentionné précédemment, une politique de sauvegarde standard avec une simple sauvegarde chaque 24 heures, donc une fois par jour, est probablement plus qu'adéquat pour 80% des serveurs. Donc, 80% des serveurs d'une entreprise avec juste une sauvegarde par 24 heures, ça sera OK.
Donc, ce serait cette première politique standard. Cette politique de sauvegarde standard ferait donc parfaitement l'affaire et pourrait même inclure la possibilité d'un deuxième jeu de données, donc sur bande ou vers le cloud, par exemple. Mais alors, vous disposez peut-être aussi de serveurs critiques ou plus sensibles pour votre entreprise, donc pour lesquels une politique de sauvegarde mieux adaptée serait nécessaire. Donc, par mieux, on pourrait faire référence à une plus grande fréquence de sauvegarde pour ces serveurs sensibles, en sauvegardant, par exemple, à chaque heure de la journée ou à chaque demi-heure, selon le niveau de criticité. Et ce qui nous permettrait d'obtenir un important gain au niveau de la granularité des récupérations. Donc, cette politique de sauvegarde mieux adaptée pourrait aussi générer la création de serveurs clones virtuels qui pourraient être démarrés depuis une sauvegarde qui serait répliquée vers un site distant, advenant le cas d'un sinistre sur le site primaire. Donc, vous avez un serveur SQL ou une base de données sur un site primaire, par exemple, un serveur critique. Vous le sauvegardez, vous répliquez la sauvegarde sur un site distant, et puis vous êtes capable de démarrer le clone de ce serveur SQL depuis le site distant, depuis la sauvegarde. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder pendant la démo ensuite. Et maintenant, pour les cas les plus critiques, nous pourrions aussi nécessiter ou reposer sur le meilleur niveau de protection qui existe au sein du portfolio ArcServe, soit la haute disponibilité. Donc, en reposant sur la réplication en temps réel des données au niveau bloc. Donc, cette solution est appelée RHA, soit Replication and High Availability en anglais. Et donc, ça nous permettrait donc d'obtenir un RPO et RTO égale 0. Nous ne parlons donc plus ici de solution de sauvegarde, mais bien d'une véritable et efficace solution de haute disponibilité. ArcServe UDP est une solution capable d'offrir des prestations répondant aux exigences du monde de l'entreprise, comme vous le voyez, mais nous l'avons développé d'une telle manière que sa gestion puisse demeurer intuitive. Donc, ArcServe UDP dispose d'une excellente déduplication, de la réplication WAN intégrée, d'une excellente protection des données, bien sûr, et aussi la possibilité d'archiver des données vers les bandes ou le cloud. Donc, maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons parler de scénarios habituels et voir comment on pourrait déployer UDP dans les différents cas. Donc, si nous regardons votre data center, par exemple, nous y trouverons fort probablement un mélange de machines physiques ou machines virtuelles, pouvant inclure, par exemple, un système de messagerie, des bases de données, des serveurs de fichiers, d'accord, donc toutes sortes de serveurs que vous devez protéger. Donc, pour cela, on déploierait un serveur RPS, et le terme RPS signifie Recovery Point Server en anglais, soit un serveur de point de récupération. Et le RPS est notre appliance de déduplication globale en ligne. Ensuite, vous avez probablement aussi des serveurs à un ou des sites distants. Et dans ce cas, on déploierait un serveur RPS là aussi pour protéger le ou les environnements de ce ou ces sites. Et ce qui est intéressant, c'est que les sauvegardes dédupliquées peuvent être répliquées depuis le ou les sites externes vers le site RPS principal. Donc, le serveur RPS peut ainsi faire ce que nous appelons de la déduplication à la source et globale, caractéristique unique propre à ArcServe. Un serveur RPS peut être installé de différentes façons. Donc, on peut le déployer en tant que solution logicielle, soit en installant ArcServe UDP sur un serveur Windows, lequel est muni de storage ou de disque, si vous préférez. Ou sinon, il peut aussi être déployé en tant qu'appliance, c'est-à-dire un serveur dans une boîte, avec tous les éléments logiciels ainsi que le storage nécessaire pour fournir exactement le même niveau de protection sur votre réseau. Vous avez ensuite probablement aussi un site de secours ou PRA, qu'il soit le vôtre ou tout simplement un ensemble de serveurs loués dans un data center où vous pourriez consolider les sauvegardes de l'ensemble des serveurs RPS de votre infrastructure. Alors, ce serveur RPS de PRA pourrait donc dédupliquer les données à un troisième niveau. Ceci dit, n'importe quel serveur RPS répliquant vers un RPS de PRA ou de secours, si vous préférez, ne prendra essentiellement uniquement que les blocs uniques de chaque serveur RPS. Ainsi, comme vous pouvez le constater,
nous avons trois niveaux de déduplication. Donc, nous avons tout d'abord la déduplication à la source. Nous avons ensuite la déduplication à l'arrivée. Et nous avons aussi la déduplication pendant la réplication quand vous répliquez de N vers un serveur RPS. Donc, si vous convergez depuis plusieurs sites vers un site central où vous voulez centraliser les données. Maintenant, une fois que les données sont répliquées vers le site de secours, nous avons une technologie intelligente capable de créer des clones virtuels. Nous l'appelons le Virtual Standby, lequel permet de créer des clones depuis des points de sauvegarde sur disque. En d'autres mots, si un serveur physique ou virtuel avait un problème dans votre environnement de production, nous pourrions démarrer un clone virtuel depuis n'importe quel point de sauvegarde. D'accord? Donc, si par exemple, vous aviez une base de données corrompue ou vous aviez une attaque virus et vous voudriez démarrer l'environnement de secours à un point déterminé dans le temps, donc nous avons cette possibilité de remonter le temps, pour ainsi dire, et démarrer un serveur à un point antérieur dans le temps. Aussi, pardon, en plus de pouvoir envoyer vos données vers votre site de secours, nous avons la possibilité d'intégrer UDP, donc avec les solutions cloud publiques et privées qui sont disponibles actuellement sur le marché. Donc, beaucoup de clients utilisent Microsoft Azure, Microsoft Cloud, Amazon, Amazon Cloud, Amazon Web Services. Eh bien, dans ces cas, nous pourrions déployer un serveur RPS virtuel sur le cloud et simplement répliquer les données ou les sauvegardes en utilisant bien la déduplication, la compression et l'encryption pour efficacement envoyer les différents points de sauvegarde vers le cloud en utilisant notre technologie de réplication. OK, donc ici, ce n'est qu'une copie d'écran de nos clients au Royaume-Uni où nous observons le niveau de déduplication obtenu par ce client. Donc, comme le montre l'image, ce client sauvegarde un peu plus de 250 Tera de données, alors que sur disque, après déduplication et compression des données sur le serveur RPS, seulement 15 Tera d'espace brut sur disque n'est utilisé. Ils obtiennent donc un taux de 94% de réduction pour l'ensemble des sauvegardes de leur serveur physique et virtuel, et donc ce résultat est impressionnant et témoigne bien de la capacité de l'engin de déduplication d'ArcServe UDP. Ce client a aussi écrit un article en anglais, par contre, sur le site Spiceworks, comme vous pouvez le constater en haut de ce slide. Donc, si quelqu'un voulait y jeter un coup d'œil, donc à l'article en question, il est disponible sur un forum public, lequel n'a rien à voir avec ArcServe. C'est un article entièrement indépendant, écrit par un client à propos de leur expérience de déploiement donc d'ArcServe UDP dans leur environnement. Le rapport graphique que nous avons maintenant sur ce slide nous montre aussi comment le niveau de déduplication tend à s'améliorer avec le temps au fur et à mesure que vous sauvegardez les mêmes données à répétition, donc snapshot après snapshot, sauvegarde après sauvegarde. Donc le point important à noter ici est que la déduplication tend à s'améliorer avec le temps pour la simple et bonne raison que nous allons trouver de moins en moins de blocs uniques, sauvegarde après sauvegarde. Et donc, nous éviterons ainsi la duplication non nécessaire des données et donc ça résultera en une diminution importante des données qui sont sauvegardées écrites sur disque. D'accord? OK, maintenant ici, une diapositive très importante. Donc, UDP est reconnu comme meilleure solution de sauvegarde pour les produits VMware. Donc, ArcServe UDP fut décrit par VMware eux-mêmes, donc comme le produit le plus abouti que vous êtes susceptible de trouver dans le monde de la sauvegarde, ils nous disaient. Donc, quand ils nous ont attribué le prix Gold pour les solutions de reprise d'activité après sinistre et de sauvegarde pour environnement virtuel. Donc, prix Gold reçu au VMworld l'an dernier. Dans la même ligne, nous avons également remporté 2 prix au VMworld EMEA, y compris le Best of Show. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une belle fierté pour ArcServe d'être directement reconnu par le leader mondial de la virtualisation, VMware eux-mêmes. OK. L'une des fonctionnalités intéressantes que nous avons ajoutées à la version 6 d'UDP est le nouvel outil de récupération granulaire pour boîte aux lettres Exchange. Donc, le nouvel outil GRT Exchange est très intéressant car il vous permet de sauvegarder et de protéger votre environnement Exchange avec un minimum d'effort.
Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est de prendre un cliché, soit un snapshot si vous préférez, de la base de données de boîte aux lettres du serveur Exchange. Et s'il est nécessaire de faire une récupération granulaire, tout ce qu'on a à faire, c'est littéralement monter le snapshot de la sauvegarde Exchange sur le serveur RPS, donc le serveur de sauvegarde, en tant que lecteur ou comme volume, si vous préférez. Et ensuite, l'outil GRT va directement lire et indexer le fichier EDB, soit le Exchange Database File. Et une fois l'application démarrée, c'est tout simplement comme regarder Microsoft Outlook. Donc, ça vous donne accès à tous les mailbox, à tous les utilisateurs au niveau granulaire. Et donc, vous pouvez voir leur email, leurs pièces jointes, et ainsi, vous pouvez récupérer des mails, des contacts, éléments de calendrier, journaux, des tâches, dossiers publics, même des éléments effacés. Et donc, pour la récupération, vous avez deux options. Vous pouvez récupérer le tout vers un serveur Exchange, donc le serveur d'origine, ou tout simplement exporter le tout vers un dossier PST, qui est très pratique dans ce genre de situation. Donc, vous pourriez l'exporter vers un dossier sur une clé USB, par exemple. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un outil extraordinaire, donc très facile à utiliser et efficace. OK, maintenant, d'un point de vue logiciel, au niveau licence, comme mentionné précédemment, la technologie ArcServe UDP peut être déployée de différentes façons et la première façon, bien sûr, est l'utilisation d'un serveur Windows sur lequel on pourrait installer UDP pour obtenir un serveur de sauvegarde RPS. Maintenant, différentes licences sont disponibles dans ce cas, offrant différents niveaux de fonctionnalité, bien sûr. Donc, avec UDP Advanced, ça vous donne droit à la déduplication globale, donc au niveau bloc, depuis la prise de clichés ou de snapshot des volumes de façon incrémentale et permanente pour la sauvegarde de vos machines physiques et virtuelles. Donc, cette version supporte l'usage d'un simple lecteur de bande. Si vous avez besoin de faire un deuxième jeu de copie, donc envoyé sur bande, cette version Advanced supporte un simple lecteur de bande. La réplication intégrée à ce niveau aussi pour si vous devez faire des réplications depuis le site principal vers des sites externes ou vice-versa. Donc, vers des sites externes et ou secours, par exemple, c'est inclus à ce niveau. Vous avez aussi la possibilité de créer des serveurs clones depuis les sauvegardes, donc on appelle Virtual Standby et Instant VM aussi. Et pour finir, on a aussi les plugins applicatifs tels que SQL, Exchange, Oracle, Active Directory, qui sont inclus à ce niveau. Ensuite, on passe à UDP Premium, donc qui offre la même chose que Advanced, mais en plus, on a le snapshot matériel, donc le hardware snapshot en anglais, pour ainsi pouvoir faire des snapshots de votre environnement, SAN. Donc, si vous avez du NetApp ou Nimble Storage Appliance, Nimble Storage, ça donne la possibilité de profiter du hardware snapshot, du cliché matériel de ces appareils, donc en faisant des snapshots de vos machines virtuelles ou physiques. On a aussi la gestion par rôle qui est inclue à ce niveau. Donc, ça c'est très intéressant pour les entreprises qui ont besoin d'une gestion par rôle. Et aussi, les librairies de bande ayant plus d'un lecteur physique, c'est supporté à ce niveau, donc avec la version premium. Et on a aussi l'application ArcServe Backup traditionnelle qui est inclue à ce niveau. Par exemple, si vous devez faire des sauvegardes NDMP, de partage réseau, d'Oracle via Airman ou de serveurs Solaris ou serveurs AIX, par exemple, DBM, c'est entièrement possible avec la licence UDP Premium. Ensuite, on a UDP Premium Plus, donc qui inclut ArcServe RHA, qui est notre solution de haute disponibilité en utilisant la réplication en temps réel au niveau bloc. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir tout à l'heure pendant la démo. Et finalement, la licence Workstation, laquelle est disponible par quantité de Workstation, qui inclut la sauvegarde UDP standard et le support basique d'un lecteur de bande. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le produit est aussi flexible pour le fait que vous pouvez choisir une licence soit par serveur, soit par socket de CPU, ou tout simplement par volumétrie, soit par terabyte, quantité de terabytes. Ensuite, on a l'appliance. Donc, l'appliance ArcServe, nous avons différents appliances dans notre éventail. Donc, l'appliance ArcServe est très attractif car aucune licence logicielle n'est requise dans ce cas. Donc, ce que je disais à l'instant dans la diapositive antérieure n'est valable que si vous n'utilisez une licence logicielle sur un serveur UDP, donc sur un serveur Windows. Par contre, si vous achetez un appliance,
vous pouvez sauvegarder autant de machines physiques et ou virtuelles que vous pourrez emmagasiner sur la capacité de votre appliance. Donc, dans notre éventail chez ArcServe, nous avons tout d'abord le modèle 8100, lequel peut sauvegarder jusqu'à 12 TB de données de production. Et le plus grand modèle est le 8400, lequel permet de sauvegarder jusqu'à environ 200 TB de données. Ces appliances sont bien conçus, donc ils disposent de disques SSD pour la gestion performante de la déduplication, car comme vous pouvez l'imaginer, la déduplication qui tourne au niveau bloc et en temps réel est un processus très intense au niveau disque et c'est la raison pourquoi on fournit du SSD dans nos appliances. Et ensuite, au niveau des sauvegardes elles-mêmes, on a du disque SAS Nearline, donc en configuration RAID 5 ou RAID 6, selon le modèle, pour la sauvegarde des données. Donc, le logiciel dans l'appliance offre exactement les mêmes fonctionnalités qu'on retrouverait dans une installation logicielle d'UDP, donc sur un serveur Windows, mais la gestion de l'appliance est entièrement faite donc à partir d'un guide intelligent, un wizard si vous préférez, et donc un appliance est très facile à mettre en marche et les clients adorent leur simplicité d'utilisation. Donc, ils obtiennent avec un appliance le côté serveur, la puissance CPU, le storage, le logiciel UDP et même un hyperviseur Hyper-V, donc qui est fourni sur l'appliance. Donc, tout inclus dans un appareil facile à utiliser et qui peut rapidement être branché au réseau, comme je le disais, pour commencer à protéger votre environnement. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer dans le rack, comme on dit bien dans le data center et vous pouvez commencer à l'utiliser. Maintenant, l'appliance s'intègre aussi avec le Cloud ArcServe qui peut permettre d'obtenir une solution PRA. Donc, ça peut être une alternative intéressante pour des entreprises qui n'ont pas de site de secours, par exemple, ou de site secondaire. Ils voudraient donc, par exemple, utiliser une appliance répliquée vers le cloud pour avoir un deuxième jeu de données, comme s'ils perdent le site principal, donc ils pourraient toujours récupérer depuis le cloud. Donc, toutes les sauvegardes et même utiliser des clones virtuels, comme on va le montrer dans la démo dans quelques instants. OK. Donc, quand vous achetez un appliance, il est très facile pour nous de vendre le service cloud avec celui-ci, puisque essentiellement, tout ce que vous achetez est l'équivalent de votre appliance, mais dans le cloud. Donc, c'est le même modèle qu'un appliance, mais avec un C à la fin. Maintenant, si vous êtes un client qui fonctionne sur une version logicielle d'UDP, donc un serveur Windows avec UDP installé dessus pour avoir un serveur RPS, et dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser le cloud ArcServe. Par contre, la licence sera basée sur le nombre de terabytes dédupliqués que vous pouvez répliquer vers le cloud. Ce qui veut dire que la quantité d'espace que vous utilisez sur votre RPS, après déduplication et compression, est ce que vous devrez acheter sur le cloud ArcServe pour que les données y soient répliquées. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons deux modes de licence pour le cloud, soit en utilisant le cloud ArcServe depuis un appliance, soit en utilisant le cloud ArcServe depuis une version UDP logicielle. Donc, le cloud est protégé par un environnement de haute disponibilité, très sécure, et dispose de 5 lignes d'accès, donc hautement protégé, 24/7/365 toute l'année, donc, avec tout le monitoring et la gestion qu'on peut imaginer. Il y a une infra de secours sur site qui est aussi répliquée vers un site, vers un autre édifice, pour assurer la plus haute disponibilité et bien sûr une équipe compétente pour gérer le data center. Nous disposons de data center cloud aux Pays-Bas, donc il n'y a absolument aucun problème pour les clients qui répliquent depuis l'Europe. Le cloud ArcServe respecte tous les standards de protection au sein de la zone Europe. D'accord? Nous disposons également d'autres sites en Amérique du Nord et planifions l'ouverture de sites en Asie, en Australie et en Amérique latine. Et avant de terminer, donc avant de passer à notre démo, si vous avez besoin de plus d'informations, donc sur le site web ArcServe, il y a énormément d'informations, donc les fiches techniques, des white papers, des études de cas, toutes sortes d'informations que vous pouvez trouver. Et ce que vous voyez au milieu de l'écran aussi, donc vous pouvez essayer UDP donc gratuitement. Donc on offre 30 jours donc pour que vous puissiez tester toutes les fonctionnalités d'UDP, pas seulement UDP, mais les trois produits qui font partie du portfolio d'ArcServe, soit UDP, ArcServe Backup et RHA, donc la haute disponibilité.
Et donc, tout ce que vous êtes sur le point de voir pendant la démo qui suit, que ce soit la déduplication, si vous avez envie de tester la déduplication avec vos propres données de vos propres data centers, que ce soit un, plusieurs sites, vous avez la possibilité pendant les 30 jours de faire ça sur plusieurs sites, donc de tester la déduplication avec vos données, de démarrer des serveurs virtuels, donc depuis les sauvegardes, ce qu'on appelle Virtual Standby et Instant VM, il y a deux cas différents, voir des solutions qui impliquent le cloud, comme on va le voir dans la démo aussi, ou faire des solutions BMR. Ou si vous voulez faire un POC, donc un Proof of Concept, vous voudriez tester UDP dans votre environnement, eh bien, vous avez les 30 jours pour le faire. Et si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider donc avec le téléchargement de la solution, l'installation de base, commencer à configurer avec vous, détecter vos hyperviseurs, donc faire des sauvegardes sans agent de vos machines virtuelles. Si vous avez envie de tester tout ça, on peut vous aider sans problème. Et donc, ça nous fera plaisir. Et pour finir, donc, sur cette page, avant de passer à la démo, nous avons aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. La plupart sont en anglais, mais donc, on peut vous montrer comment on fait les sauvegardes des machines virtuelles et si on fait la réplique. Si on veut répliquer des sauvegardes vers un site distant, puis démarrer le clone depuis la sauvegarde, si on veut faire des solutions de BMR, faire des restores granulaires, comment on fait pour communiquer avec le cloud, même aussi on a toutes sortes de vidéos donc sur YouTube, si vous êtes curieux et vous voudriez en savoir un peu plus. D'accord, donc sur ce, nous allons maintenant passer à notre démo. Donc juste un petit moment s'il vous plaît, que je puisse changer l'écran. OK. D'accord. Je vais juste le mettre en français. Il s'agit juste de recharger la page web, mais en français. Juste un petit moment, s'il vous plaît. D'accord. OK. Donc, dès qu'on se connecte à UDP, donc à la console de gestion UDP, donc Unified Data Protection, le premier écran qu'on va retrouver, c'est tout simplement le tableau de bord. Donc, le tableau de bord va nous donner un résumé des 7 derniers jours donc au sein de notre environnement UDP. Donc, le premier cadran en haut à gauche avec le cercle vert, j'imagine que je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est assez intuitif. Donc, tout ce que ça fait, ça nous dit que 100%, toutes les sauvegardes se sont bien déroulées, ils sont réussis. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Si je descends par contre en bas à gauche, donc le stockage des données pouvant être restaurées est réel pour les 7 derniers jours. Donc, je vais juste vous mentionner le lab de cette démo. Il tourne sur mon ordinateur portable, lequel n'a pas tourné durant les 7 derniers jours. Donc, c'est pour ça qu'on voit seulement un point donc au milieu du graphe plutôt qu'un graphique complet pour les 7 derniers jours. Mais tout de même, vous allez pouvoir constater, donc, ici, le point que j'ai vers le haut. Donc, données pouvant être restaurées. Donc, ça, c'est 1.19 TB. Donc, toutes les données que j'ai sauvegardées, donc les différents serveurs que j'ai sauvegardés, les serveurs clients. Donc, si je voulais sauvegarder toutes ces machines-là, ça pourrait totaliser 1.19 TB. Par contre, sur disque, ces sauvegardes représentent seulement 8,88%, donc à peine 9%. Donc, ça nous donne un taux de réduction de 91%, donc un important taux de réduction. Donc, 108 gigas par rapport à 1.19 terabytes. D'accord? Donc, c'est pour vous donner, là, on ne parle pas d'un slide sur PowerPoint, c'est le vrai résultat que j'ai dans mon environnement qui est en train de tourner. Donc, après les sauvegardes qui ont été faites d'1 Tera réduit à 100 quelques gigas. D'accord? Donc, juste pour vous donner un exemple du potentiel de l'engin de duplication d'ArcServe. Maintenant, si je passe au deuxième onglet, l'onglet ressources, ici, on va retrouver, je vais juste trier ici par machine et mettre un écran un peu plus grand. D'accord. Ici, on va retrouver les différentes machines, donc, qui soient physiques ou virtuelles, qui sont sauvegardées par mon environnement UDP.
D'accord? Donc, la première colonne, c'est le statut, facile à comprendre. Mais après ça, on voit le nom de la machine en question et ensuite la politique de sauvegarde. Donc, la troisième colonne est la politique de sauvegarde. Et si on regarde, vous allez voir que les machines que j'ai vers le haut sont toutes des machines physiques et ensuite, j'ai les machines virtuelles vers le bas. Donc, pendant la présentation, ce qu'on mentionnait, c'est qu'avec UDP, on a la possibilité de travailler aussi bien avec du physique que du virtuel. Donc, vous avez l'exemple ici. La plupart des machines physiques que j'ai dans mon environnement ici sont des machines Windows, mais j'ai aussi un exemple, donc CentOS, donc Linux, qui se trouve là. Et ensuite, pour les machines virtuelles, la plupart sont basées sur VMware, mais aussi j'ai un exemple, donc Hyper-V. OK? Voilà. Donc, si j'avais besoin d'ajouter un nœud, donc je voudrais faire une sauvegarde d'une nouvelle machine, on va commencer avec l'exemple sur VMware. Donc, tout ce qu'on a à faire, si on a un serveur vCenter, on contacte le vCenter et dans mon cas, moi, je vais contacter directement le serveur ESX, donc l'hyperviseur. Donc, ça nous donne accès aux machines virtuelles. On a juste à descendre, on voit toutes les machines virtuelles qui sont sur cet hyperviseur. Et donc, je pourrais dire, tiens, cette machine virtuelle a été ajoutée ce matin, et donc, il faudrait commencer à la sauvegarder. Donc, on va l'ajouter à la liste. D'accord? Comme vous le voyez, c'est très facile, très intuitif. Donc, ça, c'est le premier exemple sur si on voulait ajouter un nouveau client, une nouvelle machine, donc depuis VMware. Si on veut faire la même chose depuis un Hyper-V, ben, c'est la même chose. Le même process exactement. On contacte l'hyperviseur, on met les utilisateurs et mots de passe. Dans ce cas-ci, comme vous le voyez, c'est un hyperviseur, un cluster Hyper-V, mais c'est exactement la même chose. Le process, c'est le même. Et donc, je pourrais dire que cette machine virtuelle a été ajoutée hier et on voudrait commencer à la sauvegarder. Donc, on la rajoute à notre liste. D'accord? Et maintenant, comme on a dit que UDP travaillait aussi bien avec du physique que du virtuel, on va prendre l'exemple d'une machine physique aussi. Et donc, avec la détection à partir d'Active Directory, donc on va faire d'une pierre deux coups. Donc, une machine physique vue à partir de l'Active Directory. Et donc, on pourrait dire cette machine, ce serveur SQL ici avait été ajouté la semaine dernière au réseau et il n'est toujours pas sauvegardé, donc ça va devenir critique. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, comme vous le voyez, facile d'aller trouver, aller lister les machines qu'on voudrait sauvegarder et les ajouter à la liste. Donc, je vais annuler ici parce que je les ai déjà, moi, ces machines-là. C'était juste pour vous donner un exemple. Et donc, comme on le mentionnait, donc, probablement 80% des serveurs dans une entreprise, en moyenne, ils sont OK si on leur fait une sauvegarde standard, une politique de sauvegarde standard, donc avec une seule sauvegarde par 24 heures. Donc ça, on va passer au niveau un peu plus concret. Donc, j'ai un serveur ici, l'exemple que j'ai en bas de la liste. Donc, virtual, VMware, c'est le nom de la politique de sauvegarde. Windows with RDM, donc RDM, c'est Raw Device Mapping, c'est un disque donc sur un SAN, donc un accès direct physique sur un SAN depuis une machine virtuelle. Donc, ce serait une machine critique que j'ai dans mon entreprise pour laquelle on ne pourrait pas avoir seulement une sauvegarde par 24 heures. On voudrait avoir une plus haute fréquence. Donc, c'est une machine critique. On va regarder sa politique de sauvegarde et on va voir comment on va traiter le cas dans ce cas-ci. Donc, la première tâche, c'est toujours la sauvegarde. Donc, sur UDP, on parle bien d'une sauvegarde par snapshot, donc image snapshot. Donc, on prend la machine virtuelle en entier ou le volume en entier avec le snapshot. On va analyser tous les blocs de ce snapshot et donc, on va commencer à détecter snapshot après snapshot quels sont les blocs qui sont nouveaux versus quels sont les blocs qu'on avait déjà. Donc, on va identifier les blocs uniques, les nouveaux blocs. Donc, ça va nous faire une déduplication à la source et en même temps, ça nous donne une incrémentielle permanente pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin de reprendre un snapshot full. Donc, à la machine, juste pour revenir, pour comparer, la sauvegarde traditionnelle par fichier, donc à l'ancienne, comment on faisait les sauvegardes à l'ancienne? On faisait une sauvegarde full le week-end, on faisait une sauvegarde incrémentielle durant toute la semaine. D'accord? Et la sauvegarde full, ce qu'on faisait, on analysait tout le volume. Donc, on commençait à scanner le volume et après, on faisait la sauvegarde fichier par fichier. Ça prend une éternité parce qu'on fait une sauvegarde full et on prend tous les fichiers. Donc, c'est différent sur EDP. Donc, on parle d'une autre façon complètement différente. On fait un snapshot qui est beaucoup plus rapide. Donc, on a un genre de map de tous les blocs
du snapshot. Et au lieu de travailler au niveau fichier, on descend au niveau bloc, on identifie tous les blocs. Donc, la première sauvegarde, bien entendu, c'est une sauvegarde full, puisqu'on doit garder 100% des blocs de ce snapshot. Mais quand on va faire des snapshots ensuite, on va garder seulement les blocs uniques. On va regarder tous les blocs. On va dire, ah ben ceux-là, je les ai déjà. 90% de ces blocs-là, je les ai déjà. Je ne vais prendre que les nouveaux blocs, que les blocs qui ont été changés depuis le dernier snapshot. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer, par exemple, si la machine virtuelle fait une taille de 10 gigas, on sait qu'on ne va pas envoyer 10 gigas au travers du réseau. On va envoyer juste quelques mégas qui sont les quelques blocs différents depuis le dernier snapshot. D'accord? Donc, pour revenir à ma politique de sauvegarde ici pour cette machine virtuelle, donc une machine critique, donc basée sur Windows avec un disque RDM. Donc, la première tâche est, donc, comme on le dit, la sauvegarde. Donc, on fait le cliché, le snapshot de la machine virtuelle en question. Donc, ça, c'est la source. Ensuite, la destination, c'est le serveur de sauvegarde, donc le serveur RPS que j'ai dans ce cas-ci sur le site primaire. Et maintenant, la planification. Donc, c'est là que ça devient intéressant puisqu'on parlait d'une machine critique. Et on a dit on ne veut pas seulement une sauvegarde par 24 heures. Donc, comme vous le voyez ici, la fréquence des sauvegardes incrémentielles, si je clique dessus ici, vous allez voir que c'est fréquence à chaque heure. Par contre, si c'était vraiment encore plus critique, on pourrait dire on pourrait descendre jusqu'à 15 minutes ou on pourrait marquer ici 30 minutes, par exemple. D'accord? Et donc, on peut mettre donc, dans le schedule, dans la planification des sauvegardes, donc qui sont à plus haute fréquence, on peut dire on a seulement besoin de la haute fréquence à partir de 10 heures ou 11 heures du matin, quand il y a vraiment plus d'activité. Donc, entre 11 heures et 3 heures de l'après-midi, dans ce cas-ci, on voit de 10 heures du matin à 7 heures le soir. Donc là, quand le serveur est vraiment plus utilisé et sollicité, et donc vous voulez multiplier les sauvegardes à ce moment-là, concrètement, pour pas répéter des sauvegardes à chaque demi-heure pendant 24 heures. Donc, ça vous permet d'isoler les périodes creuses des périodes plus intenses. OK, donc voilà pour la première tâche. Donc, on a fait la sauvegarde de notre machine critique. Et donc, une fois qu'on a terminé la sauvegarde, donc la deuxième tâche, donc ici, c'est un genre de workflow, comme vous le voyez, les politiques de sauvegarde, ça fonctionne donc en étapes. Et donc, tant que l'étape numéro 1 n'est pas terminée, ben, l'étape numéro 2 ne commence pas. Et donc, une fois qu'on a terminé notre sauvegarde dans la première étape, la deuxième étape est la réplication. Donc, on va répliquer notre snapshot, on va répliquer notre sauvegarde vers un site distant. Donc, la sauvegarde, donc la source, c'est bien le jeu de sauvegarde de la tâche 1. Et ensuite, la destination, ça va être un autre serveur RPS, donc un RPSR pour remote, donc un serveur distant, qui est, dans ce cas-ci, est le Cloud ArcServe. Donc, juste pour vous mentionner rapidement, sur UDP, on a la possibilité d'avoir un serveur RPS basé sur Windows. Donc, un serveur Windows, vous installez UDP dessus, ça vous donne un serveur RPS basé sur Windows. On a aussi un RPS qui est possible sur l'appliance, donc l'appliance ArcServe. Et la troisième possibilité est bien sûr, comme vous le voyez à l'écran, le Cloud ArcServe, donc il y a un troisième type d'RPS. Ce qui est intéressant, c'est que les trois types d'RPS peuvent parler ensemble, donc ils parlent le même langage, donc vous pouvez mélanger. Donc sur un site primaire, vous pouvez avoir un appliance, sur un site secondaire, un serveur Windows avec UDP installé dessus, et vous pouvez aussi combiner avec le ArcServe Cloud et donc répliquer les données dans tous les sens. Ils vont être compatibles. D'accord? Donc dans ce cas-ci, sur mon site primaire, j'ai un serveur Windows avec UDP installé dessus, donc un serveur RPS sur le site primaire, qui réplique sa sauvegarde donc vers le Cloud ArcServe. Et maintenant, une fois qu'on a répliqué notre sauvegarde du site primaire vers le Cloud ArcServe, la troisième étape, donc le Virtual Standby, donc ça c'est la création du clone pour qu'on puisse démarrer le serveur virtuel de la machine critique depuis le cloud si on perdait le serveur principal. D'accord? Donc là, ça devient intéressant. OK, donc on a dit que c'est une machine originalement VMware, alors que si je regarde sur le serveur de virtualisation qui est créé pour le clone en question, on le crée sur Hyper-V. Donc, juste pour vous mentionner rapidement, ArcServe UDP a la possibilité de traduire depuis VMware vers Hyper-V, et même dans l'autre sens, depuis Hyper-V VMware vers VMware, donc dans les deux sens. Et aussi, c'est possible depuis une machine physique. Donc, on pourrait imaginer qu'on a une machine physique donc sur le site principal, donc le site primaire. C'est un vieux serveur legacy que vous ne pouvez pas virtualiser ou pour quelque raison que ce soit. Donc un serveur critique physique.
Vous faites la sauvegarde, comme on l'a fait dans la tâche numéro 1. Vous faites la réplication dans la tâche numéro 2 vers le cloud ou vers un autre site ou vers un appliance ou vers un autre serveur RPS, peu importe. Et donc, la troisième tâche, la création du serveur virtuel, vous pouvez créer votre clone donc sur un VMware si vous disposez d'un hyperviseur VMware sur le site distant. Et si vous et sinon, ben, vous pouvez utiliser Hyper-V. Et pour vous rappeler, l'Hyper-V est fourni sur l'appliance ArcServe. Donc, vous pouvez acheter un appliance ArcServe ou l'envoyer à un site distant et vous savez que vous pourrez démarrer les clones virtuels depuis l'appliance puisqu'il est fourni avec un hyperviseur Hyper-V. Dans ce cas-ci, on le fait depuis le ArcSoft Cloud. Donc, comme vous le constatez, le Hyper-V est aussi possible. Il est aussi possible d'obtenir un Hyper-V donc sur le cloud ArcServe si vous avez besoin de démarrer des clones depuis les sauvegardes. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais annuler ici aussi parce que je dispose déjà de cette politique de sauvegarde. Et ce qu'on va faire maintenant, on va imaginer donc que cette machine virtuelle donc critique a un problème donc en production. Donc, on va imaginer qu'on a eu une attaque virus et on imagine que c'est arrivé hier soir. Et donc, on voudrait démarrer le clone, donc dans ce cas-ci, depuis le cloud ArcServe. On veut démarrer le clone de cette machine, donc depuis le jeu de sauvegarde. Donc, on va faire bouton droit dessus. On vient sur Machine virtuelle de secours. Et comme vous le voyez, j'ai 5 clichés ici, 5 snapshots. Donc, ça, c'est parce que la politique de sauvegarde que j'ai, donc la politique en question, est configurée pour garder 5 snapshots. Donc ça, c'est parce que moi, dans mon cas, vu que ce lab tourne sur mon ordinateur portable, je suis limité en espace disque. Par contre, dans un vrai environnement de production, on pourrait configurer la politique de sauvegarde pour maintenir 24 versions de clichés, donc avoir plus de choix. Et donc, si on revient à l'exemple de l'attaque virus, on pourrait dire, l'attaque virus, je crois que c'est arrivé hier soir. Je voudrais démarrer donc le clone hier matin, donc avant l'attaque virus, pour qu'on puisse continuer à travailler avec le serveur pendant qu'on règle le problème en production. Donc, comme vous le voyez, on voit la date et l'heure. Donc, c'est facile d'aller sélectionner le bon cliché donc qu'on voudrait démarrer. Dans mon cas, je vais prendre le premier en haut que j'ai ici, donc le dernier qui a été fait donc ce matin, et je vais allumer la machine virtuelle. Et si je viens sur mon hyperviseur Hyper-V, je vois que, effectivement, la machine est en train de démarrer. Pardon. OK, donc comme vous le voyez, le titre en haut de cette machine, on voit UDP-VM underscore. Donc ça, c'est le préfixe qu'on rajoute au début, donc avant le vrai nom de la machine. Donc le vrai nom de cette machine critique, c'était W2012R2, donc VMware, ça c'est le nom de la machine. Et donc on rajoute le préfixe en question pour bien sûr éviter la confusion, premièrement. Quand vous voyez deux noms de machine, parce que là on démarre un clone, vous ne savez plus lequel est lequel. Donc on rajoute un préfixe devant le clone qu'on démarre. Et aussi pour éviter un conflit réseau. Donc comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc là, la machine va tout simplement démarrer. Vous voyez, laisser quelques secondes. Comme vous pouvez l'imaginer, le layer, la couche matérielle depuis VMware est assez différente à celle qu'on retrouve sur Hyper-V. Donc, quand vous le voyez, comme vous le voyez ici, Getting Devices Ready, ce que Windows est en train de faire, il détecte que certaines parties du matériel donc de l'hyperviseur est un peu différente. Donc, il est en train d'ajuster des pilotes, donc des drivers pour compléter le démarrage. Donc, pour passer de VMware à Hyper-V. Mais comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Et dans quelques secondes, on a notre machine prête pour continuer à travailler. Donc, ça, c'était dans le scénario. Donc, on disait sur le site primaire, on a une machine qui a eu une attaque virus. On croit que c'est arrivé hier soir. Donc, on dit on voudrait démarrer le clone de cette machine-là. Donc, hier matin, on sélectionne le bon snapshot, celui d'hier matin, et on démarre la machine virtuelle. Donc, depuis la sauvegarde. Donc, ça, c'est ce qui est en train d'être fait à l'instant même. Apparemment, ça va prendre quelques secondes de plus. Je vais revenir pour vous montrer quand la machine sera démarrée. Ce que je vais faire, je vais revenir à la politique de sauvegarde qu'on a utilisée tout à l'heure, qu'on vous a montré. J'ai oublié de vous montrer un petit détail.
Donc, on a dit qu'on avait plusieurs tâches donc dans la politique de sauvegarde. Par contre, pour le moment, on a une sauvegarde locale, une sauvegarde répliquée vers le cloud, mais on pourrait dire aussi, on travaille dans le domaine légal ou médical et on a des obligations donc légales de garder les données pendant 5 ans ou 10 ans. Donc, probablement que sur disque, le disque est toujours limité, assez limité en espace disque. Donc, on pourrait dire, on va faire des politiques de rétention donc pour le premier jeu de sauvegarde, donc sur disque, pour 3 semaines ou 3 mois. OK? Donc, première tâche, on met une rétention courte sur disque. On pourrait mettre une rétention différente sur le cloud. Et si on avait besoin aussi de garder des données sur bande, donc vers tape, comme on le dit toujours, on va rajouter une tâche ici. On pourrait dire, je vais aussi rajouter une tâche pour faire une copie sur bande. Donc, on ajoute une tâche et on met le type de tâche copie sur bande, tout simplement. Et donc, la source, ça va être les sauvegardes qu'on a fait, donc la tâche numéro 1. Et la destination, ça va être tout simplement la librairie bande, d'accord? La librairie physique, pour que vous puissiez mettre à cet endroit-là un deuxième. Donc, la copie sur bande, vous pourrez mettre, par exemple, de plus longues rétentions, 5 ans ou 10 ans, par exemple. OK? Donc, je vais annuler cette petite parenthèse parce que j'avais oublié de vous mentionner. Je reviens vers ma machine ici. Donc, elle est démarrée. D'accord. Donc là, ça serait, vous pourriez commencer à travailler, continuer à travailler avec votre machine. Donc, comme vous le voyez, vous n'avez pas eu à chercher une sauvegarde, de faire une restauration, essayer de faire tout en catastrophe très rapidement. Tout ce que vous avez fait, vous avez dit, pour cette machine critique, on dispose d'un virtual standby. On va utiliser le virtual standby, donc le clone, depuis la sauvegarde pour qu'on puisse travailler pendant qu'on répare le problème en production. Donc, on va imaginer qu'on a réglé le problème en production. On n'a plus besoin de ce serveur. Donc, on annule ici. Je vais fermer ça. Et comme vous le voyez, l'icône est passée du vert au orange. Tout simplement, si vous regardez en bas, vous voyez machine virtuelle de secours en cours d'utilisation. Donc, tout simplement pour m'indiquer, m'informer, m'avertir plutôt, qu'on est en train de faire tourner une machine, effectivement. Donc, si je regarde le snapshot, le cliché est bien actif et on n'a plus besoin de cette machine virtuelle. Donc, depuis la sauvegarde, on va l'arrêter. Donc, arrêter la machine virtuelle. Et si je reviens vers l'hyperviseur, bien, effectivement, la machine est repartie. D'accord? Elle est éteinte. OK. Donc, en passant, juste pour vous mentionner, vous voyez l'icône rouge ici. Donc, le seul serveur que j'ai qui ne répond pas à l'appel, c'est mon serveur Exchange. Donc, on va simuler qu'il est en panne, d'accord? Parce qu'on va vous montrer dans quelques secondes un exemple de restart, donc d'une boîte aux lettres Exchange, donc au niveau granulaire. Donc là, ce serveur-là, moi, tout simplement, je le garde éteint parce qu'il prend trop de ressources sur mon ordinateur portable, mon pauvre petit ordinateur portable. Donc, je le garde éteint, ça va simuler une panne. J'ai une sauvegarde qui a été faite hier, et donc, on va vous montrer des possibilités de sauvegarde, de restart, par exemple. Donc, je vais juste enlever ici. Donc, on va montrer des exemples de restauration maintenant. Parce que au bout de la ligne, on parle souvent de sauvegarde. On parle beaucoup de sauvegarde, mais le plus important est, êtes-vous capable de restaurer vos données? Et dans quelle mesure vous êtes capable de le faire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est intuitif? Donc, on va vous montrer tout ça. Donc, le premier exemple, on va prendre la petite restore bête et méchante, donc au niveau répertoire ou sous-répertoire, donc fichier au répertoire au niveau granulaire que vous voudriez récupérer. Donc, je vais prendre par exemple le sous-répertoire history, donc que je voudrais récupérer. Donc, je pourrais prendre un fichier ou un répertoire. Donc, c'est granulaire. Donc, je peux faire la restauration vers l'endroit d'origine. Je peux choisir un autre endroit, bien entendu. Et j'ai les options de résolution de conflit. Donc, si je trouve les objets au moment de faire la restauration, comment je réagis avec tout ça. OK? Donc, ça, c'est la petite restore facile que tous les produits de sauvegarde disposent aujourd'hui normalement. D'accord? Par contre, si je veux compliquer les choses un petit peu, et juste avant de continuer, comme vous voyez, dans mon calendrier, on voit les icônes en vert ici, ce sont les différentes sauvegardes que j'ai. Donc, ma politique de rétention est de garder seulement une semaine, donc on voit juste les sauvegardes ici. Si j'avais besoin, si je recule plus loin dans les mois antérieurs, je pourrais trouver d'autres sauvegardes aussi, si j'ai des sauvegardes mensuelles et voir ensuite annuelles. D'accord? Donc, juste pour vous mentionner à quel point c'est facile de localiser une date à partir de laquelle vous voudriez faire la sauvegarde, donc la même sauvegarde qu'on vient de faire, la même restauration.
OK, donc si je reviens à mon exemple, donc je vais mettre today, donc aujourd'hui. Et donc, si je voulais compliquer les choses un petit peu, je disais, je vais prendre l'exemple d'un serveur SQL et on va imaginer que mon serveur SQL ne se trouve, je me rends compte que la base de données master de mon serveur de SQL est dans un piteux état aujourd'hui et je voudrais faire une restauration granulaire pour mon serveur SQL. Donc, je n'ai pas envie de restaurer l'ensemble du serveur SQL en entier. Je veux faire une restore granulaire. Donc, c'est possible avec UDP, comme vous le voyez. On sélectionne la base de données qui va bien. Et donc, ici, la première option, je pourrais faire une restore donc à l'endroit d'origine, donc sur le serveur SQL d'origine. Sinon, je préfère une restore à un autre endroit, donc ça pourrait être sur une autre instance du serveur SQL. Et donc, la troisième option ici qui est intéressante aussi, on va déterminer un endroit, donc un répertoire. Et après, si on va cliquer sur le fichier en question qui va être récupéré, ça va lancer Visual Studio qui va nous permettre de compléter la restore donc au niveau granulaire. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là pour compléter, donc pour faire une restore granulaire au niveau de SQL. Maintenant, si je reviens à mon écran de base, donc vous avez probablement aussi Active Directory. Donc, Active Directory, ça peut être assez compliqué aussi si vous avez besoin de faire une restauration. Donc, avec UDP, on a la possibilité de faire une restore granulaire. Et donc, on va prendre le scénario suivant. Donc là, on va juste charger tous les objets de l'Active Directory. Et on va prendre l'exemple suivant. On va imaginer qu'un administrateur réseau dans votre entreprise a, par erreur, effacé l'utilisateur Bob que voici. Et donc, vous ne voudriez pas restaurer l'ensemble de l'Active Directory pour seulement un utilisateur Bob. Ce serait catastrophique pour y effacer un paquet d'éléments dans votre Active Directory. En plus, il s'est répliqué et tout. Donc, avec UDP, on a aussi la possibilité de faire une restore granulaire, donc pour un utilisateur, donc qui serait un objet dans ce cas-ci. Mais encore plus que faire une récupération granulaire au niveau objet, on peut la faire au niveau attribut. Donc, pour l'utilisateur Bob, c'est seulement son nom que je voudrais, et les propriétés de son nom, donc attribut, que je voudrais récupérer. D'accord? Display name et given name, par exemple. Donc, je sélectionne ou désélectionne les attributs qui vont bien. Et donc, je fais pour vous donner un niveau de la granularité donc qu'on est capable d'aller chercher en faisant une restore pour Active Directory. Donc, si je fais suivant, j'ai aussi bien sûr la gestion de conflit si je trouve ces attributs au moment de faire la restore. D'accord? OK, donc maintenant, le dernier exemple de restore d'UDP, c'était celui d'Exchange. Donc, pendant la présentation, je vous mentionnais que la seule chose qu'on devait faire, c'était un snapshot, un cliché du serveur Exchange. Et si j'avais besoin de faire une restore granulaire, tout ce que je faisais, c'était de monter, donc de créer. Donc, attendez, je vais juste sélectionner le bon serveur qui est responsable des sauvegardes d'Exchange, c'est le RPSR, soit celui qui est distant, le RPS Remote. Et maintenant, on va voir, tiens, mon serveur Exchange, la sauvegarde, elle est ici. Donc, je fais OK. Et maintenant, ce que je montais, je vous expliquais, c'était qu'on pouvait monter, donc le snapshot, vous le voyez ici en haut, il était déjà fait en fait. Donc le lecteur X pour Exchange, pour que ce soit plus facile. Le jeu de sauvegarde, donc le snapshot Exchange est monté sur le serveur RPS, donc sur le serveur de sauvegarde. Donc, on n'a pas besoin d'interagir du tout avec le serveur Exchange. Si on a besoin de faire une restauration granulaire au niveau Exchange, on le fait directement à partir du serveur RPS, comme vous le voyez, le lecteur X que j'ai ici, c'est bien le Snapshot Exchange. Et donc, maintenant, je peux lancer l'outil GRT, que voici. Et comme vous le voyez, donc, l'outil GRT va lire le fichier EDB, qui est le EDB, le Exchange Database File, qui se trouve sur le lecteur X en question, que j'ai monté, donc le Snapshot Exchange sur mon serveur de sauvegarde, et ça me donne accès à tous les utilisateurs. Comme vous le voyez, j'en ai juste quelques-uns dans mon cas, parce que ce n'est qu'un petit environnement sur mon ordinateur portable, que je me le disais, mais quand même, comme vous le voyez, je pourrais dire, je veux sauvegarder, je voudrais récupérer seulement cet email, par exemple, ou ces deux mails. Donc, je peux récupérer email, bien sûr, aussi calendrier, contact, éléments effacés, journaux, notes, tâches, dossiers publics, bref. Et puis, je peux faire la restore
vers l'endroit d'origine, donc vers le serveur Exchange d'origine, ou, comme je le disais aussi, très pratique, exporter le tout vers un dossier PST qui pourrait se trouver sur une clé USB, par exemple. Donc, c'est très, très, très pratique, un outil très intuitif, très facile à utiliser. Donc, dans des cas dans les cas nécessaires quand vous devez faire une restauration granulaire. OK, je vais vous montrer rapidement, on est en train de manquer de temps, donc on arrive à la fin de l'heure déjà. Les serveurs RPS que j'ai dans mon environnement, donc comme vous le voyez, si je clique sur serveur de point de récupération, donc les Recovery Point Server, donc en anglais RPS, au sein de mon environnement, je vois que j'ai deux serveurs. Donc, premièrement, celui que j'ai sur le site primaire et celui que j'ai dans le cloud, lequel on a utilisé pour démarrer la sauvegarde qu'on a répliquée tout à l'heure et dont on a démarré la machine virtuelle, donc depuis le cloud. Pour vous donner une idée ici, si je clique sur le serveur de sauvegarde que j'ai sur le site primaire, en cliquant dessus, je vois toutes les machines qui sont sauvegardées sur celui-ci, donc que ce soit des machines physiques ou virtuelles, que ce soit des machines Windows ou Linux. Et si je regarde vers la troisième colonne, donc le nombre de points de récupération, je vois le nombre de snapshots que je garde pour chacune de ces machines. D'accord? Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mon ordinateur portable n'a pas tourné pendant plusieurs jours et donc les rétentions ont été effacées, resetées, mais j'ai recommencé le tout depuis hier. Donc, on a déjà réaccumulé donc 11 snapshots ici. Donc, si je vous donne un exemple, si je regarde les 30 derniers jours, je vois que tout simplement la première sauvegarde fut une sauvegarde complète pour la simple et bonne raison que le premier snapshot, eh ben, j'ai gardé 100% des blocs parce que j'avais pas de snapshot avant celui-ci, donc j'ai gardé 100% des blocs. Par contre, à chaque snapshot que j'ai fait ensuite, à chaque cliché que j'ai fait ensuite, c'est devenu incrémentiel, donc incrémentiel permanente pour la simple et bonne raison qu'on allait chercher seulement les blocs uniques sauvegarde après sauvegarde, donc snapshot après snapshot, d'accord? Donc, juste petite parenthèse pour vous rappeler cet élément. Et pour terminer, on a aussi mentionné RHA, donc la haute disponibilité, qui est aussi gérable depuis la console UDP. Donc, RHA est un produit à part entière, donc c'est un des produits qui fait partie du portfolio ArcServe, que je me l'ai mentionné dans la présentation. Donc, juste pour vous rappeler, au sein du portfolio ArcServe, on a UDP qui fait des sauvegardes donc par snapshot au niveau bloc. Ensuite, on a ArcServe Backup, qui est la sauvegarde traditionnelle au niveau fichier, donc le produit qui date depuis plus de 25 ans. Et le troisième produit qu'on a à l'écran maintenant, donc RHA, qui est Replication and High Availability, donc un produit de haute disponibilité qui fait de la réplication en temps réel au niveau bloc. Donc ce produit-là, RHA, on ne parle pas de sauvegarde et de restore, bien entendu, on parle de haute disponibilité, donc de la réplication en temps réel au niveau bloc. Donc l'exemple que j'ai à l'écran, c'est une machine Windows 2012 R2, donc Hyper-V, sur le site primaire, qui est configurée pour répliquer en temps réel, donc au niveau bloc, vers un appliance sur un site distant. Donc, il y a un heartbeat check, il y a une vérification de la connexion permanente entre les deux machines. Et si RHA détecte que la machine sur le site primaire n'est plus là ou est down ou il y a un problème, il y a un sinistre, la machine sur le deuxième site est capable de prendre le relève immédiatement. Donc, c'est vraiment de la haute disponibilité. Donc, on pourrait imaginer, en prenant un exemple, un serveur SQL sur le site primaire qui est en train d'écrire une transaction, donc dans la base de données. Vous savez que s'il y a une réplication en temps réel au niveau bloc, la même transaction qui est commise dans la base de données sur le site primaire est commise aussi sur le site secondaire. Donc, si on perd le serveur sur le site primaire, on est capable de continuer avec les données à jour dans la base de données sur le site secondaire. Donc, pas besoin de courir pour des sauvegardes et de faire des restores et de voir combien de temps on va avoir le RPO et le RTO. D'ailleurs, si vous regardez à droite, comme vous le voyez, le RPO 0 secondes et le RTO instantané. Pourquoi? Parce que le RPO 0 secondes, parce que c'est la réplication en temps réel au niveau bloc et le RTO instantané pour la même raison aussi, puisqu'on fait un failover, donc une bascule vers le site distant si on détecte qu'il y a un problème sur le site primaire. OK, donc les clients, ce qu'ils nous disent souvent, c'est très intéressant cette réplication en temps réel au niveau bloc, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a une corruption donc pendant la réplication? Et donc, vous voudriez vous assurer, donc vous voudriez faire des DR testing ou faire un PRA, non?
Donc, avec Aracha, on a la possibilité, si je viens ici sur le menu Action, vous voyez le test d'intégrité de l'ordinateur de réplication. Donc, si je lance cette option, ça va couper la réplication en temps réel pendant 5 minutes environ, et ça va lancer tous les services de l'ordinateur distant, donc sur le site secondaire. Ça va démarrer tous ces services pour nous assurer que tout a bien été répliqué, que tout fonctionne bien. OK? Donc, ça va être une confirmation que tout a bien été répliqué. Ça prend à peu près 5 minutes. Et une fois que tout est fait, ben, c'est automatique. La réplication reprend. Donc, ça va continuer à répliquer donc en temps réel au niveau bloc. Donc, le jour que vous avez un sinistre sur le site primaire, vous êtes sûr et certain que la machine sur le site secondaire est bien capable de prendre le relève. D'accord? Donc voilà. C'est aussi possible d'éviter que ce soit automatique, donc on peut le mettre en mode manuel. Il y a plusieurs entreprises qui nous demandent si c'est possible, et effectivement, ça l'est. Donc, ils veulent être informés, donc qu'il y a un problème sur le site primaire, mais ils veulent eux-mêmes décider d'appuyer sur le bouton pour dire à la machine sur le site secondaire de prendre la relève. Donc, ça, c'est possible aussi. D'accord? Et comme vous le voyez, ben, RHA est gérable depuis la console UDP. Donc, comme on le voyait, comme on le mentionnait pendant la présentation, avec UDP, on a besoin d'une seule console, un seul outil, un seul fournisseur, que ce soit pour du physique ou du virtuel, pour la sauvegarde et même pour la réplication. Donc, tout est gérable depuis la même console UDP, que ce soit pour un ou plusieurs sites aussi. Comme vous avez vu, dans ce cas-ci, on avait vers du cloud, mais on pourrait imaginer des sauvegardes, des réplications vers différents sites et ça serait gérable depuis cette même console ici. Donc, je crois que je vais être obligé d'arrêter ici puisque j'ai déjà dépassé de 5 minutes le temps alloué. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre la présentation et je vais tout simplement mettre mon adresse mail à l'écran. Comme ça, si vous avez des questions, des commentaires, vous voudriez m'écrire, donc vous m'envoyez un petit mail. Vous avez juste à noter bien mon adresse mail, vous m'envoyez un petit mail et vous me faites part de vos commentaires ou questions. Si vous voulez faire un POC, donc un Proof of Concept, on peut vous aider avec ça. Si vous avez des questions sur des choses qu'on a vues pendant la démo, ou des choses qu'on n'aurait pas vues et que vous voudriez faire, donc une présentation plus personnalisée, donc c'est possible aussi. On pourrait se regarder pour nous planifier quelque chose et faire une petite demi-heure ou une heure, donc une autre présentation plus spécifique pour des besoins que vous auriez, pour votre entreprise, les besoins que vous avez plus spécifiques. Donc, si vous avez besoin de parler de déduplication, qu'est-ce que c'est la déduplication, comment fonctionne la déduplication globale, si vous voulez revoir un peu ce qu'on a vu par rapport à comment on démarre un clone depuis un jeu de sauvegarde, comment on peut traduire du VMware vers du Hyper-V ou dans l'autre sens, ou même depuis des machines physiques. On peut aussi utiliser la solution qu'on a vue tout à l'heure, le Virtual Standby. C'est une solution qui peut être utilisée pour faire du P2V, donc pour passer du physique au virtuel. Donc, il y a des clients qui le font. Donc, ils utilisent une machine physique, ils font la sauvegarde, ils démarrent le clone depuis la sauvegarde, donc ça devient une machine virtuelle. Donc, après, on a une procédure pour être capable de maintenir cette machine de façon permanente. Donc, ça leur permet de virtualiser leur environnement physique aussi. Donc, on a différents cas de figure qu'on peut voir avec vous si vous avez besoin d'aide. Et donc, ça nous fera plaisir. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement couper le micro car nous avons dépassé la limite de ce webinaire. Et donc, je vais laisser mon adresse mail pour que vous puissiez prendre en note et me contacter. Et je vais tout simplement vous remercier pour être présent et regarder ce webinaire. J'espère que ça a été instructif et intéressant. Et puis, je vais vous dire à bientôt, j'espère. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme vous le savez, vous avez juste à m'envoyer un petit mail. OK, merci, à bientôt et bonne journée.